bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, c'est la vidéo dont je vous parle depuis le mois de septembre, celle sur le harcèlement scolaire. Je vais donc aborder dans cette vidéo des choses personnelles, un sujet qui me tient très fort à cœur et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc il faut d'abord savoir que j'avais prévu de la poster bien plus tôt, donc déjà au mois d'octobre, mais ça fait la 5e fois aujourd'hui que je tourne cette vidéo. Les 4 autres fois c'était trop brouillon, je partais dans tous les sens. Je racontais des choses, ou puis après je me dis ouais mais non tu devrais pas raconter ça, mais comme ça tenait dans le fil de la discussion, et eh bien vous voyez je ne pouvais pas le poster. Donc du coup, eh bien pour préparer cette vidéo, j'ai fait ce que je ne fais jamais, je me suis préparée, vous voyez, un petit fil conducteur ici, avec des questions. En fait je me pose des questions à moi-même, je les ai mises dans l'ordre pour essayer d'être claire, d'être précise et d'aborder le sujet sans trop m'éparpiller. Donc il y a une semaine, je vous avais demandé sur Facebook si vous aviez des questions à me poser par rapport à ça, et j'ai bien sûr intégré vos questions à cet exposé, comme ça eh bien, je suis sûre d'être complète. Si maintenant vous avez encore des questions à me poser par rapport à ce sujet sur des choses que je n'ai pas abordées, je vous rappelle que vous pouvez toujours me poser une question en commentaire sous cette vidéo, ou alors participer le 12 décembre prochain au live show que je vais organiser sur le livre 13 raisons ou 13 Reasons Why, puisque dans cette vidéo je vous proposerai une partie questions-réponses et vous aurez le droit de me poser des questions sur le sujet. Il y a également des choses que j'aborderai plus dans des book talks que je réserve pour plus tard. Donc les book talks, ce sera en fait des discussions sur des livres que j'ai lus sur le sujet. J'en ai une qui est en préparation d'ailleurs, qui arrivera très bientôt sur la chaîne. Il y aura le live show évidemment, puis il y aura d'autres livres que je vais lire sur le sujet et sur lesquels je ferai des book talks. Et forcément dans ces vidéos, vous retrouverez quelques petits éléments personnels de mon passé que j'intégrerai dans la vidéo parce que forcément le contenu s'y prête. Et bien voilà, maintenant que j'ai posé les bases, on va pouvoir commencer. Alors première question, qu'est-ce que le harcèlement scolaire exactement? À partir de quand peut-on dire qu'il y a harcèlement? On peut dire qu'il y a harcèlement lorsqu'il y a un usage répété, donc il faut vraiment que ce soit répété, pas juste une fois, de violence physique à votre égard, de moquerie ou alors d'humiliation. Il ne faut pas que les trois soient cumulés, donc ça peut être que l'un ou alors une combinaison d'un ou deux, ou les trois si vraiment le cas de harcèlement est vraiment gravissime. En ce qui me concerne, ça a été beaucoup de moqueries, des humiliations évidemment et de la violence physique. J'en ai déploré une ou deux fois, donc une fois où ça a vraiment été grave, où j'ai fait intervenir les autorités de l'école et où j'avais prévenu mes parents. La deuxième fois, il s'agissait d'une violence physique mais aussi un peu, on va dire, sexuelle, puisqu'il est arrivé une ou deux fois que certains garçons s'amusaient à me tripoter juste pour le plaisir de me faire chier. Il n'y avait vraiment pas d'autres raisons à cela, mais vraiment pour le plaisir de m'embêter parce qu'ils savaient très très bien que ça me mettait extrêmement mal à l'aise et eux ça les amusait de me voir complètement mal à l'aise tout simplement. Donc voilà la définition du harcèlement pour moi, c'est quand il y a un usage répété de violence physique, de moquerie ou d'humiliation. Deuxième question, quand cela a-t-il commencé pour moi? Eh bien, du plus loin que je me souvienne, ça a vraiment été concentré pendant mes années d'humanité, donc ce qui correspond chez vous en France à la période collège-lycée, donc entre 11-12 ans et 17-18 ans. Bon, moi, comme j'étais fin d'année, forcément, c'était plutôt 11-17 ans. Et ça avait déjà commencé un petit peu avant, puisque je me souviens qu'en primaire, c'était pas non plus la joie. Et j'en garde pas un mauvais souvenir non plus, parce que c'était toujours une année sur deux. Je sais pas comment fonctionnent les écoles chez vous, je sais pas non plus si c'est comme ça partout en Belgique, mais moi où j'étais à l'école, on fonctionnait par 2 années, c'est-à-dire qu'il y avait les classes de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, sixième primaire. Et donc quand j'étais dans les années impaires, et que je me retrouvais donc avec ceux qui avaient un an en plus que moi, c'était difficile. C'était les années les plus difficiles, c'était les années où on aimait bien me charrier. Je pense que la pire année, ça a été la 5e primaire. Par contre, les années où j'étais dans les années paires, et donc où je me retrouvais avec ceux qui avaient un an de moins que moi, c'était toujours les plus belles années, tout simplement parce que j'avais en plus ma meilleure amie de l'époque
Caroline. Donc finalement de mes années de primaire, je garde un souvenir plutôt bon parce que quand j'ai quitté les primaires, j'étais 6e, j'étais dans une année paire, donc l'année s'était extrêmement bien passée puisque j'avais passé l'année avec des gens que j'appréciais et qui m'appréciaient et voilà. Donc j'en garde pas un méchant souvenir, c'est en repensant un petit peu à toute cette période et notamment pour préparer ces vidéos que je me suis souvenu que en primaire, une année sur deux, c'était pas non plus la joie en ce qui me concerne. Troisième question, pourquoi toi? À ton avis, pourquoi t'a-t-on choisi comme souffre-douleur? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner, ce ne sont que des suppositions forcément, puisque moi je suis dans la position du souffre-douleur, on va dire, donc je ne suis pas dans la tête des personnes qui ont décidé de faire de moi leur souffre-douleur ou alors leur jouet, puisque certains m'appelaient leur jouet favori au quotidien. Ce ne sont que des suppositions, des choses que je pense que c'est ça. Maintenant, j'en ai pas non plus la certitude. Donc, ce que j'ai retenu ici comme point, c'est que la première chose, c'est comme je viens de vous le dire, moi je suis née fin d'année. Normalement, je devais pointer le bout de mon nez début de l'année 82, mais voilà, je savais que ça allait être Noël et tout, et j'avais pas envie de louper les fêtes et les cadeaux et tout ça. Et donc, je suis sortie un petit peu plus tôt, je suis sortie le 23 décembre, comme la plupart d'entre vous le savent, donc ça va être bientôt mon anniversaire. Youpi. Le fait que je suis née fin d'année est un petit peu préjudiciable. Je dis pas que ça concerne toutes les personnes qui sont dans mon cas, parce que quand je regarde par exemple, il y avait une demoiselle qui était à l'école avec moi et qui faisait partie de mes bourreaux, je vais dire, qui était née en janvier 82, donc, et qui était parfaitement intégrée, elle. Donc je ne dis pas que c'est un cas général, mais on a pu constater, j'ai lu d'ailleurs des articles là-dessus, que les personnes qui sont nées fin d'année ont quelques difficultés par rapport à ceux qui sont nés plus tôt dans l'année, que ce soit d'ordre pour apprendre à l'école ou au niveau de la maturité. Moi, j'ai pu constater qu'en deuxième primaire, par exemple, j'avais des problèmes avec tout ce qui était mathématiques, surtout avec les problèmes. Il y a tout un moment où j'étais vraiment très nulle à ça, où mes notes en maths chutaient à cause de ça. Et puis, quelques mois après, hop, j'avais intégré le principe et ça allait tout seul. Donc, voilà, j'ai pu constater que le fait que je sois née fin d'année m'a un petit peu ennuyée dans mes primaires. Après, ça a été, une fois que je suis allée en rénové au niveau école, j'avais plus de soucis. Mais c'est vrai que le plus gros souci, c'est un petit retard au niveau de la maturité, évidemment. Quand je suis arrivée, en tout cas en rénové, j'étais toujours dans l'esprit petite fille. J'avais quitté mes copines, j'étais encore une enfant. Mes parents, je veux dire, me considéraient toujours comme une enfant, puisque bon, on a quand même été super protégés par papa, hein, il faut quand même le dire. Donc quand je suis entrée en rénové, j'étais pas préparée à affronter des adolescents, des gens qui avaient déjà accepté d'avoir quitté le monde de l'enfance. Moi, j'étais toujours dans mon petit monde d'enfant. Et donc, forcément, il y a eu un décalage par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, le fait que je sois toujours dans ce monde de l'enfance faisait que moi, j'étais toujours à fond sur tout ce qui était Mickey, Disney. Je me souviens que 2 jours avant de rentrer à l'école, on était allé à Disneyland Paris. J'avais eu des vêtements là-bas que mes parents m'avaient achetés. Je les avais mis pour la rentrée, toute contente et tout. Sans penser une seconde que le fait que je porte ces vêtements allait me préjudicier et où les gens allaient me traiter de gamine parce que je portais encore Mickey. Voilà, il faut quand même savoir que certaines personnes portaient Mickey aussi, mais on ne leur disait rien parce que c'était du Mickey griffé Donaldson. C'était la grande marque à l'époque. Je ne sais même pas si cette marque est toujours produite à l'heure où je vous parle. Mais il y avait vraiment une différence. Le Mickey Donaldson était accepté parce qu'il coûtait très cher. Mais le Mickey de chez Mickey, qui était vraiment le vrai Mickey, on ne pouvait pas le mettre parce que lui, il n'était pas griffé Donaldson. Donc, eh bien, vous étiez une gamine si vous portiez Mickey. Il faut comprendre le raisonnement. Moi, j'ai jamais rien compris, donc voilà. J'étais toujours à fond sur mes dessins animés. Enfin bref, j'étais vraiment encore dans ma petite bulle de l'enfance et j'étais pas pressée de la quitter. Ensuite, j'ai noté ici que j'avais une personnalité un peu extravertie et même parfois un petit peu excentrique. Ceux qui m'ont déjà vu dans les salons le savent. Je suis pas le genre de personne discrète quand je vais quelque part. J'aimerais bien, je vous avoue, parfois j'aimerais bien rester discrète, mais chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit toujours. Moi, j'ai toujours été une personne plutôt souriante, qui parle fort, qui parfois crie les choses au lieu de les dire, tout simplement. Quand je vois des copines, je suis assez dans l'affectif avec elles, je vais les prendre dans mes bras,
là, leur dire que je les aime. Et voilà, je suis très très démonstrative dans tous les sens du terme et c'est quelque chose qui visiblement dérange. J'ai aussi noté que j'étais assez différente dans le sens où j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que la plupart des jeunes de mon âge. Eux étaient intéressés par le fait de sortir et d'aller boire dans les cafés après l'école. Moi, après, c'était rentrer à la maison, faire mes devoirs et être avec mes parents, etc. Je m'intéressais pas à des groupes de rock, j'allais pas forcément au cinéma. Enfin voilà, j'étais toujours dans une petite bulle encore une fois et c'est vrai que mes centres d'intérêt ont toujours été très très différents de ceux des gens. Encore maintenant, c'est des choses que je ressens énormément quand je suis avec d'autres personnes, c'est que je me demande toujours de quoi je vais leur parler parce que je sens qu'il n'y a pas d'intérêt commun. Moi, je suis vraiment dans mon truc lecture, séries télé, films, la geekitude, quoi, si j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour me sortir de ça, pour trouver des sujets de conversation en dehors de ça, c'est dur. Voilà, c'est très dur. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression finalement d'être plus proche des gens avec qui je dialogue sur Facebook, via YouTube, etc., que des gens que je vois en vrai. Parce qu'avec vous, je me sens connectée à quelque chose, je sens que j'ai des choses à dire et que ça vous intéresse, alors que dans la vie de tous les jours, eh bien, j'ai l'impression d'être complètement inintéressante au possible. Et à l'époque, c'était pareil. J'avais mes centres d'intérêt, j'achetais des petits magazines, je me souviens de culture générale, genre de trucs d'Atlas, et vous voyez, j'aimais bien lire ça. Bah, je pouvais en parler avec personne de ce que j'avais lu. Je lisais des choses qui n'intéressaient pas forcément les autres. Même si à l'époque je lisais pas énormément non plus, je regardais des séries télé où je me faisais taxer de gamine parce que les autres soit ne regardaient pas du tout parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment très con, soit le regardaient mais ne voulaient pas le dire pour ne pas être mis dans le même panier que moi. Genre Hélène et les garçons, moi j'étais à fond dans la période AB à ce moment-là, et bien ça se retournait contre moi parce que les autres n'étaient pas du tout dans le même bas, ou comme je vous l'ai dit, ils n'osaient pas le dire de peur qu'on se moque d'eux. J'avais aussi et j'ai toujours une sensibilité à fleur de peau, ce qui peut aussi donner des réactions parfois un petit peu excentriques, j'ai envie de dire, quand on s'attaque un peu trop à moi. Je peux me mettre à pleurer ou alors je peux me mettre à faire une crise pas d'hystérie mais proche. Mais il faut quand même savoir que je suis quelqu'un d'hyper sensible et que des choses que vous trouvez amusantes, moi je vais les prendre au premier degré. Forcément ça va pas me faire rire du tout. Il y avait évidemment aussi mon poids, puisque j'ai toujours été un petit peu ronde, donc forcément c'était sujet à moquerie, et mon physique, puisque on m'a répété pendant 6 ans que j'étais le plus breton de l'école, donc forcément ces choses-là, ça marque. C'est vraiment ce que je suppose être les raisons pour lesquelles on s'en est pris à moi. Je devais sans doute être aussi plus faible, dans le sens qu'on a vu tout de suite que si on me disait des choses, j'étais plus vite atteinte. Généralement, il y avait toujours une réaction qui suivait au lieu de faire celle que ça n'atteignait pas. Mais même après, quand j'ai essayé de faire celle qui s'en foutait, je veux dire, c'était déjà trop tard puisque ça n'a jamais marché avec moi. Question suivante, quel était ton état d'esprit à l'école et en dehors de l'école? Alors, à l'école, eh bien, au début, comme je vous ai dit, c'était difficile de cacher que tout ce qui se passait ne m'affectait pas. Je pleurais, j'étais parfois en colère. Et puis plus les années ont passé, je dirais plus je me suis résignée, tout simplement. J'ai essayé de montrer que ça ne m'affectait pas. J'essayais de ne plus pleurer à l'école, j'essayais de ne plus me mettre en colère. Quand on me disait quelque chose qui ne me plaisait pas, j'essayais de faire en sorte que ça glisse sur moi sans montrer que ça m'affectait. Ça n'a pas toujours réussi. Il y a des fois où ça devenait trop. Donc, une fois, je me souviens, il y en avait un, il n'arrêtait pas de m'emmerder. Je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça, qu'est-ce que je lui avais fait. Il m'a dit, tu m'as rien fait, c'est juste que ça m'amuse. Et là, j'ai pris ma main, je lui ai retourné dans la figure. Voilà, il a voulu m'en recoller une après, il l'a pas fait. Mais voilà, à l'école, j'essayais vraiment de rien montrer, j'essayais de rester avec mes copines un maximum et d'éviter les gens avec qui je savais que ça n'allait pas aller et qui n'attendaient qu'une occasion, c'était de me faire chier. Donc voilà. Et à la maison, eh bien, c'est pareil, je montrais pas non plus de tristesse, de mélancolie ou voilà un changement. En tout cas, il n'y a pas eu de changement. Mes parents l'ont su bien après. Je pense que je leur en ai parlé la première fois quand j'étais en deuxième candie, donc j'allais en première licence, donc c'était 2 ans après avoir quitté l'école. Et
Voilà, il n'y avait pas de changement au niveau de ma façon d'être. Je rentrais chez moi, bah, j'étais comme d'habitude, quoi. Je sentais que j'étais libérée du poids de l'école, j'avais plus en moi ce stress de me dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, donc je relâchais les choses et je profitais de ma soirée, je profitais de mes parents, de ma soeur, etc. Je me souviens qu'à un moment j'écrivais beaucoup de poèmes, je me mettais dans ma chambre toute seule et j'écrivais des poèmes que je ne montrais à personne. Ou alors je me mettais, puisque chez moi, enfin chez mes parents c'est des portes-fenêtres, donc des grandes fenêtres, et bien je me mettais derrière le rideau, je m'asseyais là et je restais là pendant des heures à penser, à réfléchir, des choses comme ça. Mais en tout cas tout ce qui se passait était toujours dans ma tête, c'était toujours intériorisé. Je n'ai jamais montré de signes. On dit toujours qu'on peut voir un enfant harcelé à l'école par un changement dans son comportement, par un manque d'appétit ou quoi que ce soit. Non, chez moi, c'est plutôt le contraire de toute façon. Quand je suis stressée ou pas bien, je mange. Et au niveau de mes notes de classe, on peut pas dire non plus qu'on pouvait voir qu'elles chutaient du fait que j'étais pas bien, parce que avec ma sœur, on a toujours été suivis par mon père, qui était très très attentif à nos notes d'école et qui voulait tout le temps qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et dès qu'on revenait avec des mauvais points, bah, il fallait expliquer pourquoi, est-ce que c'était un manque d'études, et parfois on se faisait même engueuler en disant qu'est-ce que c'est que ces notes-là. Les bulletins, c'est toujours une appréhension, est-ce qu'on va avoir... est-ce que papa va être content? Est-ce que papa va être fier? Ou alors est-ce qu'il va rouspéter en voyant que dans certaines matières ça ne va pas? Enfin bref, on a toujours été drillés par papa, surtout par papa parce que c'était lui la figure d'autorité à la maison. Mais on a toujours été drillés pour bien travailler à l'école. Et la deuxième raison, c'était un petit peu pour moi le seul échappatoire que j'avais à tout ce qui se passait à l'école. C'est-à-dire que, bon, c'était déjà dur d'y aller, c'était pas agréable, bah, autant y aller pour quelque chose qui sert. C'est-à-dire bah, étudier, apprendre, avoir de bonnes notes, finir ces 6 années que j'avais à faire dans mon école, et puis après aller à l'université, puis trouver un boulot. Donc moi, je suis vraiment restée dans ma ligne de conduite, de dire bon ben voilà, je vais faire ce que je peux à l'école pour avoir des bons points. Je vais pas m'en cacher non plus. J'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours eu des bonnes notes, à part quelques petits couacs dans certaines matières, mais globalement, j'ai jamais redoublé ni quoi que ce soit en primaire, en rénové ou même à la fac. J'ai eu une fois une deuxième session dans ma vie, et c'était à cause d'un examen de néerlandais en droit. Voilà, c'est la seule fois où j'ai eu une deuxième session dans ma vie. Sinon, je réussissais toujours en première session et sans grosse difficulté. On peut dire vraiment qu'il n'y a pas eu de changement de comportement, c'était vraiment intériorisé. Et j'ai l'impression qu'à cette époque-là, je me disais, bon bah c'est comme ça, tu fais avec. C'est comme si j'avais le poids de tout ça seulement maintenant, si vous voulez. Donc j'y reviendrai plus tard. Mais à l'époque, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de changement au niveau de mon comportement ou quoi que ce soit. Non, j'intériorisais beaucoup à ce moment-là. En as-tu parlé à ton entourage à l'époque et à l'école, et sinon pourquoi? Ben, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je n'en ai pas parlé. Même ma sœur, elle le voyait à l'école, forcément. Elle a été témoin de quelques scènes, mais on n'en parlait même pas entre nous après. J'en ai pas parlé à mes parents non plus. J'en ai juste parlé une fois, c'est quand il y a eu cette violence physique, puisque je m'étais ramassé un coup de poing et qu'on m'avait attendu à l'école ce jour-là pour me faire passer un sale quart d'heure, et où j'ai eu la pire journée de ma vie, la pire humiliation de ma vie. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu ce jour-là. Donc cette fois-là, oui, j'en ai parlé parce que c'était trop grave et j'avais pas. On était en début d'année, on était le 26 septembre, il était hors de question que l'année se passe comme ça. Donc là, j'ai été obligée d'en parler. De toute façon, un œil au bord noir, je suis désolée, mais ça se voit. Donc vous rentrez chez vous, vous avez un œil au bord noir, forcément, alors que j'en ai jamais eu. Mon père m'a demandé ce qui s'était passé, donc obligée de lui raconter que je m'étais pris un coup de poing par quelqu'un de ma classe et que j'avais été chahutée après par des filles. Donc non, je n'en parlais pas. Pourquoi je n'en parlais pas? Eh bien tout simplement, c'est que mes parents étaient déjà beaucoup occupés avec leur travail. Donc mes parents sont indépendants, commerçants. Ils travaillent toute la journée, tous les jours, donc, sauf le mardi, mais ça vous en foutez. Mais voilà, donc j'avais pas non plus envie de passer les rares moments où je les voyais en soirée à ressasser des choses qui s'étaient passées à l'école. Et la deuxième raison, je vous avoue que j'avais peur qu'ils trouvent que c'était des conneries, des bêtises, et que j'avais qu'à aller au-dessus, quoi. Voilà, je savais pas comment ils allaient réagir.
Et à l'école, pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé? Eh bien, tout simplement parce que déjà je me disais que si j'allais voir les profs ou les surveillants ou le préfet, les autres allaient penser que j'étais bonne qu'à me plaindre et à aller chercher de l'aide ailleurs parce que je ne savais pas me défendre toute seule. Et donc j'avais l'impression que ça allait empirer les choses plutôt que les améliorer. Et la deuxième raison, mais ça j'y reviendrai dans un point après, c'est que suite à l'incident du coup de poing, etc., un surveillant m'a fait après une remarque que je n'ai pas vraiment bien pris, je vous l'avoue, et du coup bah, je me suis dit ça sert à rien d'aller se plaindre j'avais un peu l'impression que finalement c'était de ma faute. Question suivante. Certains professeurs ont-ils participé indirectement à ce harcèlement, notamment par des remarques parfois déplacées? Oui, oui et oui. Je dis 3 fois oui parce que j'ai recensé trois anecdotes, hein, on va dire, hein, si c'est pas vraiment anecdote le bon terme. Le premier incident c'était avec un surveillant, donc je viens de vous en parler à l'instant. C'était suite donc à l'affaire du coup de poing. J'étais en train de parler avec une copine et sûrement d'un truc qui m'avait fait vachement plaisir. Et moi je parle beaucoup avec les mains. Voilà, quand je suis contente, je suis comme ça et je sautille. Et le gars qui est venu vers moi avec un air grave, ses mains dans le dos comme il marchait toujours dans la cour là pour faire vraiment celui qui a beaucoup d'autorité, m'a dit exactement: faudra pas te plaindre que les autres t'ennuient, tu as vu comment tu te comportes. Voilà. Alors que j'étais juste en train de raconter une histoire à une copine, on était toutes les deux, il n'y avait personne d'autre, on était toutes seules dans un coin de la cour, il n'y avait même pas des gens à côté pour écouter ou quoi que ce soit. Et puis il est parti et je suis restée sur le cul. Je vous avoue que je suis restée sur le cul parce que je me demandais vraiment ce que j'avais fait de mal. J'étais juste en train de parler, oui, avec mes mains et en sautillant parce que j'étais contente, mais que je sache, c'est pas un crime. Bah, visiblement si, et j'ai retenu ça. Et je me souviens qu'à partir de là, à tous les bulletins, puisque les surveillants mettaient une note de comportement pour les heures d'études ou alors pour la cour de récré, eh bien, il m'a baissé ma note. Avant, j'avais toujours, je sais pas moi, c'était peut-être sur 50, je crois, j'avais toujours entre 45 et 50, et bien à partir de là, j'ai eu 39. Voilà. Donc j'avais pas de comportement où je faisais chier les autres, quoi que ce soit, rien. J'étais dans mon coin en train de parler à une copine, mais parce que j'étais trop expressive, ben voilà, on m'a en quelque sorte un petit peu punie. Donc ça c'est la première chose dont je me souviens. La deuxième, c'était mon prof de français de 5e et 6e, donc ceux qui étaient dans ma classe savent de qui je parle. Mon prof de français ne m'aimait pas. Quand je dis ça, c'est pas une impression que j'avais, hein, ça se voyait comme le nez en pleine figure qu'il ne m'aimait pas. Je sais pas si c'était physique, voilà, mon physique il ne lui plaisait pas du tout, mais là, si jamais il tombe sur cette vidéo, je tiens à le rassurer que le sien ne m'a jamais plu non plus, donc voilà, mais que c'est pas pour autant que je nourrissais des sentiments de haine vis-à-vis de lui. Enfin, après, forcément, s'il ne vous aime pas et qu'il vous fait passer des sales moments à l'école, on va pas dire non plus que c'était mon prof préféré, n'est-ce pas? Mais je me souviendrai toujours d'une fois, où c'est arrivé plusieurs fois, où il n'a pas hésité à me traiter de gamine et où il n'a pas manqué de me dire qu'il serait peut-être temps que j'ai plus de maturité à l'école, en classe. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était en train de dicter une phrase, donc je pense qu'on était en plein dans une définition, et il allait trop vite, et je me souviens que je regardais sur ma copine qui était à côté de moi, et elle est arrivée au même point que moi, donc on était toutes les deux bloquées au même niveau, et puis il m'a dit Jessica, lis un peu relis un peu la définition. Donc j'ai lu la définition et je lui ai dit écoutez, je n'ai pas noté plus parce que le reste je m'en souviens plus. Voilà, j'ai pas eu le temps. Et là, il m'a dit, mais quand est-ce que tu auras un peu plus de maturité? Et ce prof aussi, je me souviendrai toujours, la dernière année en réto, j'ai eu des prix de fin d'année. Donc j'ai eu le prix du conseil de classe. Et puis j'ai eu d'autres prix, notamment un prix pour la meilleure évolution entre la 5e et la 6e, puisque la 5e, au niveau cours, ça a été l'année pour moi la plus difficile. Enfin, il faut dire aussi que j'étais en maths forte, en sciences fortes. Donc j'ai eu plus de mal, mais en 6e, c'est vrai que je me suis vraiment donnée à fond et je pense que je devais être dans le top 5 en terminant sur tous les élèves de réto. Et j'étais donc la meilleure évolution, donc j'ai eu plusieurs prix. On est allé à la remise des prix avec mes parents, ma grand-mère qui était super fière de moi.
Et j'ai parlé avec ce prof-là en disant, ben, il m'a demandé forcément qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Je lui ai dit que j'allais en fac de droit et il m'a dit, je pense pas que tu réussiras. T'es pas assez mature pour ça. Donc voilà, encore une fois, ben, j'ai réussi sans avoir doublé une seule fois, en ayant juste une fois une deuxième session. Donc je ne sais pas si ce prof regarde cette vidéo, j'ai envie de lui dire, eh bien, tu t'es trompé, gars, regarde. Voilà, donc j'ai revu cette personne une fois dans le train vers Namur, qui ne m'a pas non plus mis dans mon meilleur avantage puisque je me suis gaufrée devant lui, toujours bien. Mais là, je lui avais bien mis dans le nez que j'avais bien réussi ma première année et avec distinction en plus. Donc là, ouais, là, je me vante un peu, mais il l'a mérité. Le dernier prof avec qui il y a eu un problème, enfin un incident, on va dire, c'est la prof d'anglais qui, elle, ne me montrait pas clairement qu'elle ne m'appréciait pas ou quoi que ce soit. Elle ne m'a d'ailleurs jamais fait aucune remarque en classe, en face en tout cas. Mais j'ai appris par une copine par la suite qu'une fois où j'étais pas là parce que ma section était partie avec la prof de physique voir une exposition, eh bien, comme personne ne voulait prendre ma feuille de classe, hein, puisque c'était dur de prendre ma feuille pour que je puisse la voir après, ils ont parlé de moi et elle leur a demandé comment ça se faisait que j'étais comme ça et surtout pourquoi est-ce que je ne changeais pas si les gens ne m'appréciaient pas comme j'étais, mais pourquoi je ne changeais pas? Voilà, et moi j'ai envie de répondre, mais pourquoi c'était à moi à changer ma manière d'être, qui est certes différente des autres? Pourquoi c'est à moi à forcément changer? Pourquoi est-ce que les autres ne peuvent pas faire plus de tolérance à mon égard? Si cette prof d'anglais passe par là, j'aimerais bien connaître sa réponse. Question suivante, pourquoi n'as-tu pas changé d'école? J'y ai pensé, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je devrais peut-être demander à aller dans une autre école, mais j'ai jamais osé. La première raison, c'est parce que je me voyais pas comment aborder le problème avec mon père et lui dire, voilà, j'ai envie de changer d'école parce que ça va pas là où j'étais. Et la deuxième et la plus grosse raison, surtout, c'était que j'avais réussi à me convaincre au fur et à mesure des années que tout était de ma faute. C'était parce que j'étais comme ça, c'était parce que j'étais faux folle, c'était parce que je ne savais pas m'intégrer avec les autres, c'était parce que je n'étais pas mature que j'avais ces problèmes. Donc forcément, changer d'école, on déplace le problème puisque c'est moi qui bouge. Donc j'étais persuadée que où que j'aille, ça allait se reproduire et j'allais connaître ce même genre de problème. Donc je me suis dit au moins là, je connais déjà toutes les personnes qui m'agressent, donc autant rester là tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas changé d'école. Plus je me disais chaque année, tu vas voir, tu es déjà plus mature que l'année précédente, donc à un moment donné, ça va aller, quoi. Tu vas être comme les autres, tu penseras comme les autres et il y aura plus de problème. Je considérais vraiment que le problème, c'était cette maturité qui me manquait. Et je m'étais pas à un moment dit, il y a aussi ta personnalité qui est comme ça, t'es une fille joyeuse, t'es une fille extravertie, t'as envie de montrer que tu vas pas pouvoir changer cet aspect-là de ta personne, tu vas pas pouvoir arrêter d'aimer un truc juste pour plaire aux autres. Si t'aimes plus un truc, ben, c'est toi qui le décideras. Voilà, regardez les séries d'AB, je m'en suis lassée. Il y a des choses dont je me lasse parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, parce que j'évolue aussi, mais j'évolue moi pour moi et j'évolue pas en fonction de ce que pensent les autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand quelque chose n'allait pas, j'avais tendance à imiter ce que faisaient les autres. Je me souviens que j'ai essayé de m'habiller comme les filles qui étaient les plus populaires pour essayer d'être comme elles. Je suis sortie en réto, et ben, je buvais des bières alors que j'ai toujours détesté la bière, jusqu'à parfois être un petit peu saoule et en disant bah, tiens, comme ça ils verront que moi je suis pas non plus une intello qui ne sait faire que étudier, etc. Que je sais aussi m'amuser, parce que s'amuser ça passe par peur de la bière, tout le monde sait ça. Enfin voilà, j'ai essayé de m'adapter, j'ai voulu des trucs de marque parce qu'on se moquait que mes vêtements n'étaient pas de marque. J'ai exigé de mon père d'avoir des jeans Levi's. Bon, j'admets que les coupes des Levi's sont juste parfaites, mais voilà, je voulais des sacs Kipling ou des chaussures des Doc Martens. Je voulais toujours les mêmes trucs de marque pour coller. J'arrêtais de mettre mes Mickey, mais je me demandais à papa pour avoir du Donaldson. Enfin bref, j'ai vraiment été dans une phase où je copiais les autres pour essayer de le ressembler et voilà,
physiquement, même mentalement parfois, d'aimer des trucs qu'ils aimaient, essayer de m'intéresser à des groupes de rock donc je ne connaissais même pas pour faire plaisir à un garçon qui me plaisait, etc. Donc j'ai essayé de changer, mais tôt ou tard je me rendais compte que c'était pas moi et je revenais à mes fondamentaux, donc voilà. Et je peux vous dire, essayer de changer pour copier les autres, c'est pas ça qui va vous rendre populaire ni arrêter quoi que ce soit une fois que la machine est lancée, j'ai envie de dire. Enfin, moi, ça n'a rien changé du tout dans mon 3. Question suivante, cette période a-t-elle toujours des conséquences sur ta vie actuellement? Là, je peux que répondre 1000 fois oui. Évidemment qu'il y a toujours des conséquences. Je dis toujours que c'est au moment de l'adolescence qu'on construit l'adulte qu'on sera plus tard. C'est à ce moment-là qu'on apprend à l'école, c'est à ce moment-là qu'on a aussi des opinions qui commencent à se faire, qu'on est en quête de son identité. Et donc quand vous êtes une adolescente qui est brisée, c'est dur de construire quelque chose de solide sur base de quelque chose qui ne l'est pas. Vous voyez, donc c'est un petit peu un château de cartes, quoi. J'ai envie de dire qu'à la moindre chose, hop, il y a tout qui s'envole. Où ça coince, c'est tout ce qui est relationnel, donc rapport à autrui, et mon intelligence émotionnelle. Donc il faut quand même savoir que l'année passée, donc à peu près dans cette période de l'année, j'ai décidé d'aller voir une psychologue pour pouvoir parler de tout ça. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à ressasser éternellement ces choses-là, qu'il était temps que j'avance dans la vie. Puis comme vous le savez, bon, on a un projet de faire un bébé, même si bon, pour le moment c'est toujours pas ça. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de commencer à faire des erreurs avec mes enfants et surtout à mal réagir, quoi que ce soit, par rapport à certaines choses, au fait qu'il aille à l'école. J'avais l'impression que si je n'en venais pas à bout de ce problème, j'allais reproduire des schémas avec mon enfant et peut-être l'amener, hein, je sais pas comment, à vivre la même chose que moi. Et j'avais cette peur de me dire, mais même imagine que mon enfant, même lui, ait honte de sa propre mère, de comment je suis, etc. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir gérer les choses en tant qu'adulte à ce niveau-là, de ne pas ressasser tout ça, de ne pas avoir tout ce poids sur ma conscience quand j'aurai un enfant. Cette psychologue m'a rapidement dit que au niveau de mon intelligence émotionnelle, donc tout ce qui était émotion, réaction, etc., eh bien j'avais toujours les réactions d'une adolescente. Je réagissais pas toujours en tant qu'adulte, mais c'est à ce moment-là où l'ado blessé qui est en moi refait surface et il ne réagit pas de manière appropriée. Donc comment ça se présente dans la vie de tous les jours? Eh bien, grosso modo, je suis devenue quelqu'un de très anxieux, tout me stresse, tout, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Si je suis à un point A et que je dois me rendre à un point B, il faut que je sache exactement par où je vais passer, par là, par là, par là. Je suis devenue une contrôle free, donc il faut que je sois en contrôle de tout ce qui se passe autour de moi. Il n'y a pas un élément qui doit échapper à mon contrôle, sinon ça me rend complètement dingue. Je n'aime pas laisser des choses au hasard. Et malheureusement, c'est ce qui arrive quand je suis avec des gens, mais je ne peux pas les contrôler eux. Donc c'est pour ça que généralement je reste aussi souvent chez moi, je suis devenue très très casanière, je me sens vraiment dans ma zone de confort quand je suis chez moi et l'extérieur c'est devenu vraiment une zone de danger, quelque chose où je me sens pas bien et ça empire d'année en année, c'est quelque chose qui empire d'année en année. Par exemple, si je vais traverser une place publique et qu'il y aura des gens assis autour et que il n'y a pas trop de monde qui marche, eh bien je vais avoir l'impression que tous les gens me regardent et sont en train de me juger, me dire que je suis moche, que je suis grosse, que ci, que là. Et ça m'obsède et ça m'oppresse. Et je suis pas bien et il faut que je m'en aille le plus rapidement possible. Donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là, c'est que niveau stress, etc., j'ai vraiment atteint un niveau de stress, mais je pense jamais égalé. Je suis pas bien quand je suis avec des gens, encore plus quand c'est des gens que je connais pas. Je vous dis, je deviens toute rouge et je suis tellement agitée à l'intérieur que ça se voit puisque je deviens un peu trop survoltée et là en fait j'accentue mon excentricité, mon côté un petit peu jovial, il est accentué mais à 2000% et en fait je deviens encore plus, je me montre encore plus alors que je voudrais être toute discrète et qu'on ne me voit pas, je fais en sorte on ne voit que moi en quelque sorte
Et c'est ce qui est encore plus con, c'est que je fais ça pour ne pas que les gens voient que je suis mal à l'aise. Mais quand je rentre chez moi et que je repense à la soirée ou la journée, je culpabilise en me disant mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi. Donc, et c'est quelque chose que je refais à chaque fois. On va dire mais oui, mais la prochaine fois, essaye d'être calme, etc. À chaque fois, ça se reproduit de la même façon. Donc, il y a vraiment une mauvaise gestion de mon stress quand je suis en public qui fait que je suis pas bien du tout et que je fais n'importe quoi. Sans compter qu'en plus de ça, je me focalise sur moi et j'ai l'impression que tout le monde autour est en train de penser des choses négatives sur moi. Donc on est en train de penser que je suis moche, que je suis grosse, que je ferais mieux de foutre le camp, que je sers à rien, que ci, que là. Et je fais des dialogues avec moi-même. Vous ne voyez pas tout ça, c'est tout dans ma tête. Et du coup, bah, je suis plus aucune conversation, je dis des conneries. En plus de ça, je supporte pas les blancs. Donc dès qu'il y a un blanc dans une conversation, il faut que je meuble. Quitte à dire une connerie, il faut que je meuble. Enfin voilà, donc j'ai vraiment des difficultés à être bien quand je suis avec les gens. Et il arrive même que je sois pas bien quand je suis avec mes copines qui me connaissent et qui donc savent comment je suis. Ben, il m'arrive quand je suis en état ou pas bien du tout, on va dire eh bien de me sentir tellement mal à l'aise que quand elles vont me proposer quelque chose, je vais refuser en disant que j'ai déjà un truc de prévu ou quoi que ce soit, pour ne pas me confronter encore une fois à une situation où je vais pas me sentir bien. Alors, en matière de gestion des conflits, là, c'est la totale. Soit je vais réagir en me mettant à pleurer quand je me sens dépassée par une situation, ou alors je vais commencer à m'énerver, à vraiment m'emporter, à faire une crise d'hystérie parfois. Vous voyez, les genres de trucs, vous allez me prendre un machin et vous le passez de main en main pour rigoler. Mais moi, je vais pas du tout prendre ça à la rigolade, et là, je serais capable de faire une crise d'hystérie, vraiment de m'énerver pour que ça s'arrête. Parce que c'est des choses que je ne supporte plus. Voilà, et là, ben, j'ai l'impression que c'est l'ado ressort, l'ado qui a déjà vécu ça ressort et elle dit stop, stop, ça peut plus, non, j'accepte plus. C'est pour ça aussi que je prends très mal les critiques, même quand elles sont constructives. On m'a déjà fait remarquer sur Facebook que j'avais du mal à accepter la critique ou qu'on soit d'un avis différent du mien. Ça dépend pourquoi. Il y a des choses pour lesquelles j'admets parfaitement qu'on ne soit pas du même avis, mais il y a parfois où j'ai l'impression que quand on me donne son avis qui est différent du mien, on me juge. Et quand il y a ce jugement qui est dedans, là je ne l'admets pas et je vais directement répondre sur la défensive. J'ai aussi perdu mon estime que j'ai de moi. Au tout début, ça a été dur de faire des vidéos parce que je me suis dit, mais ils vont tous te trouver moche. En plus, au début, je me maquillais pas. Maintenant, j'envisagerais même plus de faire une vidéo sans être un minimum maquillée et apprêtée. J'ai besoin de ça parce que si moi, je me trouve pas jolie quand je me regarde ou en cap potable, on va dire, eh bien, je poste pas. Parfois, je me dis, mais comment mon homme, comment je peux lui plaire? Parce que moi, je me plais pas, donc je vois pas comment moi je peux lui plaire. Je suis pas fan de ma personne, donc j'ai du mal parfois à imaginer que des gens m'apprécient vraiment. Ça va très loin. Si vous relisez l'article que j'avais fait sur mon blog et que je vous mettrai dans la barre d'infos, à un moment donné, je me disais même, mais ton gosse, il t'aimera pas. Comment c'est possible de t'aimer? Il va avoir honte de toi. Il va avoir honte que tu sois sa mère. Donc j'arrive encore à avoir ce genre de conversation et à penser ce genre de choses sur moi, de me trouver incapable dans ce que je fais. Et grosso modo, quand j'ai des projets, c'est souvent pour ça que je les abandonne. Ou alors de voir que j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. Bah, par exemple, avec les gages, quand je vous avais proposé de me mettre en gage par rapport à Montreuil, bah, j'ai eu si peu de retours que je me suis dit bah, je ne ferai rien. Au final, bah, je vais essayer de faire un petit truc à Montreuil par rapport à ce que j'ai pu lire comme commentaire parce que j'ai pas non plus envie de manquer de respect à ceux qui m'ont répondu, donc je vais piocher quelques petites idées par-ci par-là. Mais je me dis, bon ben je ne referai plus jamais ce genre de vidéo, je vais vous demander un gage, puisque quand j'ai vu que j'avais pas de réponse et donc je me suis dit, bon ben ça les intéresse pas, ils s'en foutent, et ben hop, cassé dans mon élan, j'abandonne. Donc c'est vrai que quand je vois que je me dis déjà moi-même, tu n'y arriveras pas, parce que je me dis par exemple quand j'ai envie de me mettre à écrire un livre, je me dis tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine de le commencer. Ou alors, parce que j'ai l'impression que les autres s'en foutent, et ben je dis stop, j'arrête tout. Donc ça m'arrive encore souvent de me bloquer aussi par rapport à ça, de pas faire ce que je veux parce que j'ai l'impression que j'en suis pas capable, tout simplement.
ou de me dire de toute façon ça va être sujet à moquerie, donc autant ne pas le faire. Compris. Il m'arrive de plus en plus souvent et de plus en plus cette année-ci, je ne sais pas si c'est significatif de mon état d'esprit par rapport au fait que j'ai vraiment envie d'avancer par rapport à ça, mais je rêve que je suis ado et que je retourne à l'école. Parfois je rêve que j'ai mon âge et qu'on se retrouve encore à l'école et je revis le harcèlement dans mes rêves. Et ça c'est dur parce que quand vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà épuisé alors que vous commencez seulement votre journée. Et enfin, dernière chose, c'est que je dois tout le temps me rassurer par rapport à ce que les gens pensent de moi. C'est-à-dire que je vais souvent demander à mon chéri s'il m'aime, à mes parents, à ma soeur, à mes amis, avec des gens avec qui j'ai eu un petit couac, je vais aller les voir et leur dire ça va, ça a arrangé, tout va bien. Et là, c'est dur, c'est quand ça en vient en professionnel. C'est-à-dire, par exemple, si le tribunal va m'adresser un courrier pour me faire une remarque par rapport, par exemple, à un petit retard que j'ai dans un dossier, ça va m'atteindre. Et je me dis, mais il faut tout de suite que j'appelle Madame le juge pour lui expliquer, parce qu'il ne faut pas qu'on soit en mauvais termes, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Donc, voilà, j'ai toujours besoin d'être rassurée. J'ai aussi, et ça, c'est un petit peu complètement paradoxal ce que je vais vous dire, mais quand je me retrouve avec des garçons, comme par exemple quand j'ai été en vacances, il faut que je regarde s'ils me regardent. Il faut au moins que j'ai la certitude qu'à côté de mon homme, je vais plaire à 2-3 personnes. C'est ce besoin constant de plaire, de me rassurer, alors que même moi, je ne me plais pas à moi-même. Donc c'est complètement contradictoire ce que je vous dis, mais je ressens les choses comme ça. Là, je vous dis clairement comment je vis les choses de l'intérieur, ce qui se passe là-dedans, mais j'ai ce besoin constant de plaire aux autres, alors que je me plais déjà pas à moi-même. J'ai toujours le besoin de savoir ce que les autres pensent de moi. C'est le plus dingue, c'est que parfois je vais penser à votre place, on va parler, puis je dis ouais tu sais, mais je sais que tu penses ça, mais vous n'êtes pas en train de penser à ça, mais je vais vous le dire, je sais que tu penses ça de moi, parce que moi au fond de moi, je suis persuadée que vous pensez à ça. Et ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est à mettre l'accent sur ce qui va pas, pour éviter qu'on me fasse la réflexion. Bête exemple, quand je suis allée au salon du livre à Montreuil il y a 2 ans, j'avais acheté un nouveau t-shirt et je ne l'avais pas lavé avant, j'avais pas eu le temps et j'avais vraiment envie de le mettre. Et bien ce nouveau t-shirt n'avait pas été lavé, et ben oui, il faisait des traces noires puisqu'il était noir sur mes épaules et j'avais l'impression que j'étais pas lavée. Et bien à chaque nouvelle personne que je rencontrais, je disais ouais tu vois ici là, c'est pas que je suis pas lavée mais c'est mon t-shirt qui fait ça. D'office, c'était la première chose que je disais aux gens parce que je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais sale parce que j'étais pas lavée. Voilà, donc je vais toujours mettre l'accent sur ce qui va pas chez moi, sur mes défauts, pour me dire comme ça, il pourra pas me faire une réflexion dessus, ou alors je l'aurais prévenu avant, donc il saura pourquoi. Mais il pourra pas se dire ah, celle-là elle est dégueulasse ou des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je fais constamment aussi. Bon, je pourrais encore parler des heures, des conséquences de tout ça sur ma vie actuelle, mais je crois que vous avez cerné le problème et que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que j'intériorise, que je montre pas forcément, et que dans mes réactions parfois ça se sent, ça ressort. Parfois on me dit mais c'est pourquoi tu réagis comme ça? Ben voilà, vous avez la réponse de pourquoi parfois j'ai des réactions un peu bizarres. Question suivante, comment faire pour passer à autre chose? Ah, et ben là la réponse, j'en ai pas. Et d'ailleurs, si vous en avez, eh bien, je serais ravie d'avoir votre avis sur cette question. La seule chose que je peux voir ici, bah, c'est de continuer ce que j'ai fait l'année passée, c'est-à-dire aller voir une psychologue, essayer de voir les choses sous une autre perspective avec elle et essayer d'avancer comme ça. Je sais que je pourrai jamais oublier, mais il faut que j'apprenne à vivre avec et surtout que ce passé n'ait plus autant de poids, autant de pouvoir sur ma vie actuelle. Donc il faut vraiment que j'apprenne à penser autrement. Mais ça, je sais que ça va être très long et que ça va pas se résoudre en 2-3 mouvements. Donc ça prendra du temps, mais voilà, je vais tout faire en tout cas pour essayer de changer les choses parce que je me rends compte que je ne peux pas continuer à vivre comme je vis actuellement, sinon je vais finir par vraiment être malheureuse, et alors que j'ai tout pour être heureuse dans la vie. Si vous avez d'autres conseils à me donner, ben je suis preneuse. Alors, question suivante, trouves-tu que les choses ont changé depuis la période où tu étais ado en ce qui concerne le harcèlement scolaire? Alors, pas vraiment, je constate même que ça empire.
Moi, j'avais encore la sûreté de me dire qu'une fois que j'étais plus à l'école, j'étais tranquille. C'est-à-dire qu'à l'époque où moi j'étais ado, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, Snapchat, le truc Ask Me là qui pose vraiment beaucoup de problèmes puisqu'on peut poser des questions et faire des commentaires très méchants de manière anonyme. Donc il n'y avait pas tout ça. Donc une fois que j'étais chez moi, j'étais libérée de tout ça. J'avais vraiment une période tous les jours et les week-ends et les vacances scolaires où je voyais pas les gens qui m'emmerdaient à l'école et où j'étais bien, où j'étais en sécurité, où je me sentais protégée. Et les ados, maintenant, ils ont plus ça. Ils ont Facebook, ils ont leur téléphone. Donc, si peu qu'il y ait quelqu'un qui ait leur numéro, bah hop, anonymement, on peut vous envoyer des SMS pour être désagréable avec vous. On peut vous faire chier sur votre téléphone à faire des appels anonymes. On peut vous emmerder sur Facebook. Il y a déjà eu des groupes Facebook, je m'en doute, de gens qui se réunissent pour parler mal d'une personne. Il y a des messages privés sur Facebook. Il y a tellement de méthodes maintenant de harceler les gens, j'ai envie de dire, que vous vous sentez en sécurité nulle part. Vous n'avez pas de petites zones où vraiment vous êtes protégé de tout ça, où vous êtes en totale autarcie, j'ai envie de dire, avec vous-même et avec ce qui est proche de vous, quelque chose, un cocooning vraiment où vous vous sentez vraiment protégé, où rien ne vous arrivera. Maintenant, ils peuvent vous harceler partout où ils sont, et ça, je trouve ça vraiment dommage, et je pense vraiment qu'il va falloir à un moment faire quelque chose aussi pour réguler les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc moi, dans mon malheur, j'ai envie de dire que je suis heureuse d'avoir vécu à une époque où Facebook et tout ça n'existait pas. Ça prend des proportions évidemment de plus en plus fortes. Des jeunes se suicident maintenant à cause de ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront jamais à affronter un jour de plus à l'école. Vous vous rendez compte, la souffrance, etc. Donc non, je ne trouve pas que les choses évoluent et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Je pense aussi que c'est pour ça qu'Enjoy Phoenix a fait cette vidéo, que d'autres personnes font ce genre de vidéo et que maintenant on fait même des spots publicitaires, des mini-films, qu'on attire l'attention dans les chansons, dans les séries, dans les films. C'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut y remédier d'une manière ou d'une autre. Comprends-tu les ados qui se suicident? Y avais-tu pensé à l'époque? Alors, je ne vais pas dire que je comprends qu'on puisse se suicider, non. Le suicide n'est pas une solution. C'est pas quelque chose que j'approuve ou quoi que ce soit, que du contraire. C'est... La vie, on n'en a qu'une. La vie, c'est pas que l'école. La vie, c'est pas que cette période-là. Il y a toujours des conséquences de tout ça sur ma vie de tous les jours. J'ai quand même une vie agréable. J'ai un chéri, alors qu'à l'époque, on m'avait dit que personne ne voudrait de moi. J'ai un métier où je fais des choses qui comptent pour les gens, alors qu'on m'avait dit que je servais à rien. Oui, ça m'handicape, c'est clair, mais ça m'empêche pas de vivre non plus et de profiter de la vie. Si j'avais fait ça à l'époque, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. J'aurais pas ce plaisir d'être sur Booktube. Je n'aurais pas le plaisir de connaître tous les bouquins que j'ai lus, d'aller à Montreuil, d'aller en vacances, de profiter tout simplement. La vie, ça se résume pas qu'à ça. Même si la vie d'adulte, c'est dur. Je n'ai pas envie que ma vie s'arrête. Je n'ai jamais pensé mettre fin à ma vie. Et donc non, c'est pas quelque chose que je comprends. Je comprends qu'on puisse arriver à un stade où on en a marre, mais il faut se faire aider, il faut en parler justement. Il ne faut pas attendre d'être au bord du gouffre pour en parler, il faut commencer à en parler tout de suite. Et si vous êtes dans une classe où vous voyez que quelqu'un se fait harceler, il ne faut pas rester là à rien faire, il faut intervenir, lui venir en aide. Le bouquin 13 raisons que j'évoquerai dans mon prochain live show traitera de ce sujet du suicide d'une ado. Il y a des choses que j'ai adorées dans ce bouquin, d'autres qui m'ont vraiment gênée, et j'en parlerai avec vous et je vous dirai tout ça lors du live show. Mais le suicide n'est pas une solution. Votre vie, il faut en profiter. C'est pas l'adolescence, ça se résume pas à ça. L'adolescence, c'est juste qu'une sale période à passer, et c'est même une sale période à passer pour les gens qui vous emmerdent à l'école. Généralement, c'est parce qu'ils sont aussi mal dans leur peau qu'ils réagissent comme ça. C'est quand même dommage de gâcher sa vie à cause des autres. Je veux dire, vous n'êtes pas ce qu'ils vous disent. C'est une erreur, moi, d'avoir cru tout ça. Et maintenant, j'essaye de penser autrement et de me dire, non, je ne suis pas celle qu'ils ont décrite. Je suis comme j'ai envie d'être, je suis comme je suis et je m'assume comme je suis.
C'est très dur à se le dire, c'est très dur de faire ce travail, mais c'est essentiel que vous vous disiez que vous n'êtes pas ce que les autres pensent que vous êtes. Vous êtes vous-même, avec vos qualités, avec vos défauts. L'adolescence, c'est qu'une période de la vie et vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Donc non, le suicide n'est pas une solution. Quand vous voyez que vraiment la situation commence à vous peser, il faut en parler à vos parents, il faut en parler aux autorités de l'école. Mais s'il vous plaît, ne vous suicidez pas. La vie, c'est pas ça. Vous vous rendez compte, vous avez quoi entre 14, 15, 16, 17 ans? Vous avez encore rien vécu. Il y a encore des tas de choses à vivre. Votre premier amour, peut-être votre première fois, avoir des enfants, avoir un travail que vous aimez, partir en vacances et aller visiter le monde, faire de grandes choses professionnellement. Enfin bref, la vie, elle est devant vous. Donc, please, ne stoppez pas votre vie parce que 4-5 personnes ou peut-être une dizaine de personnes à l'école vous auront dit que vous ne méritez pas de vivre. Mais qui sont-ils pour vous dire ça? Ils n'ont pas le droit de vous dire ça. Et c'est certainement pas la vérité. Donc, please, arrêtez de penser suicide, s'il vous plaît. Question suivante. As-tu pardonné à tes bourreaux? Ça dépend. Parfois, oui. Je suis même devenue très amie avec certaines. L'une des filles qui me critiquait le plus les premières années de rénover est devenue ma meilleure amie en 6e. Donc, vous voyez, tout est possible. Il y en a d'autres, non. Je sais très bien que je leur pardonnerai jamais. Il y en a que j'ai accepté même sur Facebook alors que j'ai pas l'intention de leur pardonner. Et pourquoi alors je les accepte sur Facebook, vous allez dire? Ben, c'est juste pour qu'ils voient un petit peu que je suis devenue avocate, qu'ils voient que je suis appréciée par beaucoup de gens sur BookTube, que j'ai un blog qui fonctionne, que j'ai des vidéos qu'on regarde. Donc, c'est plus pour leur dire, regarde, t'as dit que je servais à rien. Mais t'as vu? Je suis toujours là, j'ai un boulot important. Je fais des vidéos sur internet qui sont gardées et les gens se foutent pas de ma gueule. Donc voilà, c'est vraiment peut-être le côté un peu prétentieux, là, oui, peut-être, qui veut que je leur montre que je suis pas ce qu'ils pensaient que j'étais. Faut pas chercher plus loin, pas penser que je leur ai pardonné ou quoi que ce soit. C'est juste pour leur montrer ce que je fais. Peut-être qu'ils s'en foutent complètement, hein, peut-être qu'ils ne voient pas mes actus, je m'en fous. Mais voilà, ils le voient. Ou ils le voient pas, mais moi je pense qu'ils le voient, donc c'est ce qui compte. Maintenant, ce que j'attends, c'est peut-être bête à dire, mais des excuses, oui. C'est vrai que parfois, je pense que s'il y en a certains qui venaient me voir en privé et me dire « Jess, j'ai lu ton article ou j'ai vu ta vidéo et j'ai vu que tout ce que j'ai participé à faire à l'école, tout ce que ça t'a fait, ben écoute, j'ai été con, je suis désolée. Excuse-moi. » Voilà. J'accepterai ces excuses. J'ai pas dit que je pardonnerai tout. Je ne reviendrai jamais les meilleurs amis, ça c'est clair. Mais ça pourrait me faire du bien et ça pourrait m'aider aussi à passer à autre chose, je pense. Quel conseil peux-tu donner aux ados qui te regardent et qui subissent ce genre de violence à l'école? Alors, j'estime que je ne suis pas la meilleure placée pour donner des conseils vu que je suis toujours en train de me débattre avec mes fantômes du passé. Mais les conseils que je pourrais donner, si par exemple je devais donner des conseils à moi en étant ado, ce serait de ne pas avoir peur de me montrer telle que je suis. Donc arrêter de vouloir imiter les autres ou copier les autres par rapport à ce qu'ils portent, à ce qu'ils pensent, pour être apprécié, rester moi-même. Ça, ce serait la première chose. Ne pas faire des choses que j'ai pas envie de faire juste pour plaire. Ça, ce serait la deuxième chose. Je me donnerais aussi comme conseil de ne pas les écouter. Donc laisser ça glisser sur moi comme je sais pas moi, l'eau coule sous un pont, hein, ça passe, et puis on n'en parle plus, ça rentre par là, ça sort par là. Vraiment m'en foutre quoi, totalement, et de ne pas prendre ça pour acquis, pour vrai, ne pas me dire oui je suis comme ça, si je change d'école ce sera comme ça parce que je suis comme ça. Donc ne pas prendre ce que les autres disent pour argent comptant en me disant oui ben voilà ce que je suis c'est ce que les autres pensent. Non, ce que vous êtes c'est vous, c'est ce que vous pensez, c'est pas ce que les autres pensent. Il faut arrêter de se définir par rapport aux autres. Donc ça c'est le conseil que je pourrais donner aussi. Si les choses sont vraiment difficiles, je donnerai les conseils suivants, c'est d'aller trouver quelqu'un, de ne pas faire comme moi, en parler dans la famille, dans quelqu'un ou en quelqu'un avec qui vous avez confiance. Aller à l'école et dire écoutez voilà il se passe ça et moi je peux plus le supporter, mais essayer de trouver quelqu'un pour en discuter, aller voir un psychologue,
c'est peut-être con à dire, hein, c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou, ça n'a rien à voir. Aller voir un psychologue, c'est juste admettre qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin de parler et de voir les choses sous une autre perspective. Parce que c'est ça que le psychologue va faire, c'est vous amener à voir les choses d'un regard différent, de voir une situation avec plus d'objectivité. Donc moi, je conseille vraiment d'aller voir un psychologue à ceux qui sentent, qui en ont besoin, que vous soyez ado ou même plus tard comme moi, si vous avez dû vous battre avec des sentiments très très forts et très durs et que vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça vous étouffe un petit peu dans votre vie, mais il ne faut pas hésiter à aller en parler à quelqu'un, ça fait du bien, franchement je peux vous le dire. Donc j'ai pas d'autres conseils à donner, mais surtout ne pas s'enfermer sur soi-même, ne pas garder ça pour soi. Changer d'école, c'est une solution. Si vraiment c'est trop dur, essayez de changer d'école pour casser ce cycle, pour faire de nouveaux amis ailleurs. Je connais des gens qui l'ont fait et pour qui ça a parfaitement marché. Donc changer d'école si vraiment ça va pas. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et surtout, surtout, arrêtez de parler suicide. N'y pensez pas. Et vous essayez de trouver d'autres solutions. Il y en a toujours d'autres que celle-là. De toute façon, vous avez une vie, une seule, et ne la gâchez pas pour des connards. C'est tout ce que j'ai à dire. Dernière question, ta présence sur la Blogo et sur Booktube a-t-elle changé quelque chose? Oui, 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 oui. On termine sur une note un petit peu plus gaie. Oui, évidemment, ça m'a redonné confiance en moi. Petit à petit, c'est pas quelque chose qui se fait... enfin je veux dire rapidement, mais c'est vrai que petit à petit, oui. Déjà vis-à-vis du blog, oui, mais alors la chaîne YouTube, ça a tout changé. J'ai l'impression de me dévoiler aux gens et qu'ils me comprennent. Et rien que le fait de savoir que je suis comprise par des gens, ça me fait penser que je suis pas seule à penser comme je pense et que donc je suis pas anormale comme les autres pensaient que je l'étais. Donc c'est me rendre compte que au-delà du cercle de gens intolérants que j'ai rencontrés jusqu'à présent, je parle pas de mes amis et compagnie, soyez clairs, eh bien, il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des gens qui aiment bien, qui sont dans leur petit monde comme moi, dans leur petit monde de geekitude. J'ai rencontré un geek, j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui est pas geek, soyons clairs. Ma sœur est geek aussi, donc on est à fond dans notre truc, mais ça m'a fait du bien de m'ouvrir à ces gens-là et de voir qu'on était quand même une communauté. Ça me fait du bien de voir les gens en salon quand ils me reconnaissent. C'est fou parce que eux me connaissent, moi je les connais pas, donc c'est vrai que moi j'ai plus de mal. Donc si vous me voyez à Montreuil, il faut pas hésiter, mais il faut engager la conversation avec moi. C'est pas moi qui vais vous faire la parlotte, parce que moi à part bonjour, salut, après je m'en vais quoi. C'est juste mon état d'esprit qui fait que comme je suis pas à l'aise, si on me parle pas, et bien après je me retrouve figée, je ne sais pas quoi vous dire. Donc n'hésitez pas à venir me parler, mais vraiment me parler si jamais. La différence, c'est que vous me connaissez, vous me voyez à travers mon écran, moi je me dévoile à vous, beaucoup dans cette vidéo, mais enfin moi je connais rien de vous, à part mes amis qui me suivent, vous qui êtes simple, comment dire, visionneur de mes vidéos, je vous connais pas plus que ça, donc il faut pas hésiter à engager la conversation avec moi, et vous verrez, ça ira tout seul. Mais oui, Booktube fait beaucoup, j'ai plus confiance en moi, et c'est vrai quand je vois les stats de ma chaîne, c'est pas celle de Margot, c'est pas celle de Justine ni Nil, mais je m'en fous, j'ai plus de 1800 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, mes vidéos sont de plus en plus vues, j'ai plus de j'aime, il y a toujours des j'aime pas, mais je me suis dit, bon bah c'est le revers un peu obligatoire d'être sur Booktube de toute façon, et et voilà, moi ça me fait super plaisir, ça me donne confiance en moi. Pour certains, ça va passer pour de la prétention, de la fille qui se la pète parce qu'elle a des abonnés. Pas du tout, c'est juste que ça me rend heureuse parce que j'ai l'impression de prendre ma revanche sur ces années. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'étais obsédée par la popularité. Je voulais être populaire, je voulais être ces filles populaires que tout le monde admire. Et moi, j'ai fait que regarder tout ça et j'ai l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses dans mon adolescence à cause de ça. Là, j'ai plus la prétention de vouloir être une fille populaire. Pas du tout. Mais de voir que des gens me suivent et de voir que des gens apprécient la personne que je suis, telle que je suis, et sans me cacher, eh bien, ça me fait du bien et j'ai vraiment l'impression de mettre un pied de nez à tous ces gens-là et de dire, regardez, vous avez pensé que j'étais comme ça, j'ai pas fondamentalement changé par rapport à l'époque, et regardez, maintenant, les gens, ils m'aiment bien, ils m'apprécient comment je suis. Donc oui, merci Booktube et surtout merci à vous qui me regardez. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai juste une chose à dire. Si tu regardes cette vidéo en étant un bourreau et que tu vas peut-être me mettre un rouge parce que tout ce que j'ai dit là ne te plaît pas, réfléchis bien
à tout ce que j'ai dit, réfléchis à ta manière de te comporter avec les autres et vois ce que ça t'apporte de traiter telle personne de grosse, telle personne de ton, d'aller dire à quelqu'un qui ne sert à rien, d'aller enlever une chaise à quelqu'un qui veut s'asseoir, de se foutre de sa gueule et de l'humilier constamment à l'école. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait du bien dans ta vie, sérieusement? Réfléchis bien à tout ça, vois un petit peu les conséquences que ça peut amener dans la vie des autres, qui peuvent être beaucoup plus dramatiques, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, et essaye d'être plus tolérant, d'être un peu plus gentil. C'est pas pour ça que tu deviendras moins intéressant aux yeux des autres, ou quoi que ce soit. On sait être une personne bien et populaire en même temps. Je pense que les deux ne sont pas opposés. Donc si t'as pas besoin de tout ça, bah arrête tout simplement. Voilà, donc je tenais encore une fois à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie déjà pour vos commentaires. J'espère que vous m'en laisserez quand même un petit peu. Merci pour votre soutien. Merci pour être là. Merci pour... Merci simplement de me montrer que je suis une personne qu'on peut apprécier pour ce qu'elle est. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine pour une vidéo qui sera un petit peu plus rigolote que celle-ci. Ciao!